Bonjour et merci de nous retrouver cet après-midi. J'espère qu'il vous reste un petit peu de place après le déjeuner, puisque ce retour d'expérience est consacré au tourisme en circuit court et au défi du bien manger en Bretagne. Pour en parler, nous recevons Nicolas Conrot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef et le propriétaire de la Butte Restaurant, qui est aussi un hôtel et un spa. Oui. Nous avons également avec nous Bertrand Larcher, en visio en direct du Japon. Bonjour Bertrand. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le directeur de Bresse Café, qui est une enseigne qui rapproche les gastronomies bretonnes et japonaises autour de la crêpe et de la galette notamment. Et donc vous avez une dizaine d'adresses en France et presque autant au Japon. Merci d'être avec nous. Et enfin, nous accueillons Virginie Bréjon de Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur, enseignante-chercheur en sociologie et en marketing culinaire, à Sciences Po et à Ferrandi notamment. Et vous êtes aussi entrepreneur avec la Cabane à Manger, qui est un food truck presque zéro déchet en bord de Rance à Saint-Suliac. C'est ça. Ça fait beaucoup de choses, mais je suis aussi professeure et administratrice de l'Institut supérieur de design de Saint-Malo, si on veut parler. Tout à fait. Justement, on va en parler, puisque parmi vos nombreuses activités, vous avez lancé justement en 2020 une formation à l'Institut supérieur de design de Saint-Malo qui s'intitule Territoire comestible. Alors forcément, ça fait écho à notre table ronde. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que ça fait du sens de lier territoire et alimentation dans une formation? À quels besoins est-ce que ça répond? Alors, premièrement, quand on parle d'alimentation, c'est forcément lié à la terre, au terroir, au territoire. Et donc, on a bien vu qu'il y a des grands enjeux sociétaux de résilience alimentaire, de reterritorialisation de l'alimentation, avec un gros travail qui a été fait, notamment par Grenier d'Abondance, dont on suit beaucoup les travaux dans le développement de nos pédagogies. Et donc, l'importance, c'est d'avoir accès à l'alimentation de qualité, d'avoir un lien avec les producteurs de l'alimentation à une échelle locale, premièrement. Et ensuite, ce territoire et il a vocation à avoir une vision sur le monde et donc à potentiellement aussi accueillir, ici on est dans les rencontres du tourisme, des touristes, des visiteurs. Et cette alimentation va être une façon de comprendre l'identité d'un territoire et même de l'incorporer. Souvent je cite la citation de Jean Brune, géographe, qui dit que manger c'est incorporer un territoire. C'est aussi une autre façon de partir à la découverte d'une histoire et d'une culture. Très bien. Alors, je crois que vous avez une vidéo qui explique bien en fait l'objet de cette formation. Donc, on va la regarder. Vous êtes food de design? Vous vous intéressez à l'alimentation durable, aux tendances culinaires, à l'innovation écologique? Territoire comestible est une formation de spécialisation pour tous les étudiants à partir de Bac+2, professionnels passionnés, particuliers engagés et entreprenants. Des cours de patrimoine, Sociologie, permaculture, photographie, graphisme, design d'espace, céramique cuisine et nutrition. et même engagement sociétal. Obtenez la mention concepteur culinaire et devenez enfin acteur de la transition alimentaire. Alors, j'imagine que la première promotion est déjà entrée en action. Quel est un peu le profil des étudiants? Alors, il va nous falloir beaucoup de temps. On a 20 premiers inscrits qui ont commencé dans un format long de septembre à juin. Donc, à Saint-Malo, les cours ont lieu le lundi soir, une semaine sur deux. Ils ont un atelier à peu près par mois le samedi pour des apprentissages qui demandent de la pratique. Et on va avoir tous les acteurs des filières du manger. On a un paysagiste qui fait aussi de la permaculture de petits fruits et qui va installer un restaurant à la ferme pour cet été. On a une ostréicultrice qui est aussi ambassadrice de la ville de Cancale par ailleurs. On a des restaurateurs, on a des responsables de développement d'artisanat alimentaire local bien connu. Et puis aussi des élèves en design, dont un couple qui est en dernière année et qui a vocation d'ouvrir une ferme pédagogique, parce qu'on peut être designer et vouloir ouvrir une ferme pédagogique, mais avec un engagement particulier. Voilà, c'est très varié. C'est très varié en termes de dimension du projet. C'est très varié en termes de profil au départ. Il y en a qui viennent du design, de la communication, aussi de la cuisine, de l'agriculture, etc. Et puis, c'est toujours très personnel. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on les accompagne dans leur projet de vie aussi.
C'est ça finalement, cette transversalité, elle répond aussi, j'imagine, à de nouveaux modèles d'affaires qui réunissent tous ces champs d'action. Quelles sont un petit peu les nouvelles activités qu'on voit émerger autour du tourisme et de l'alimentation? Est-ce que vous avez quelques exemples? Alors, à l'échelle de l'alimentation, il y a un phénomène qu'on observe qui est vraiment presque systématique dans les nouveaux projets. C'est qu'aujourd'hui, quand on est producteur, qu'on est agriculteur, quand on est éleveur, on développe une culture de la transformation, de la relation à la table. On se demande comment notre produit va être mangé et donc des usages qu'il y a derrière en termes de transformation du produit. Et de la même manière, quand on est restaurateur, on va se poser la question de la qualité du produit que l'on sert. Et pour ça, il faut aussi aller sur le terrain et rencontrer les producteurs. Et donc, ce qui fait qu'il y a un espèce de truc assez intéressant qui se fait sur la phase intermédiaire, qui va être le métier d'artisan. Et en fait, on devient tous artisans, on a des valeurs communes autour de ça, du travail à la main. Et puis, cet artisanat, c'est lié à un homme, un territoire, un savoir-faire. Et donc, c'est ce qu'il y a de mieux pour créer de l'expérience et pour faire vivre des moments un peu à la fois aspirationnels, mais qui vont aussi créer le souvenir. Et donc, ce sont des interfaces. On voit le développement de fermes pédagogiques, d'ateliers de cuisine, de moments de rencontre où on va accompagner les gens dans leur réalité. Et ça, c'est un début de renouveau d'un certain tourisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais tout à fait. Et vous y contribuez au renouvellement de ce tourisme avec la cabane à manger dont on parlait tout à l'heure, dont l'un des objectifs est de valoriser justement le patrimoine culinaire de la côte d'Émeraude. C'est bien cela. Est-ce que la Bretagne est un territoire particulièrement comestible ? Oui, c'est à moi que vous posez la question. Je vous pose la question et puis Nicolas pourra rebondir, Bertrand également. Oui, la Bretagne est un patrimoine particulièrement comestible. On imagine bien, il y a plein de produits. Il y a la galette, il y a les poissons et de plus en plus, tout un travail à faire sur les poissons de pêche durable aussi. Il y a la pomme. Et puis après, voilà, il y a aussi plein d'espèces endémiques qui sont un peu oubliées, qui méritent d'être valorisées aussi, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la galette, au poisson et à la pomme. Mais ce n'est pas un territoire, en revanche, de haute gastronomie. Alors pendant longtemps, ça a été un problème parce qu'on voyait justement le tourisme alimentaire comme étant un tourisme gastronomique et il fallait qu'il y ait des chefs de proue de navires qui étaient les grands chefs étoilés et ils sont indispensables parce qu'ils ont une capacité à être créatifs, à communiquer, etc., à valoriser les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi toute une autre cuisine qui est très porteuse aujourd'hui, qui est celle plutôt aussi de la cuisine d'auteur, qui peut toujours très bien être aussi portée par des chefs étoilés, mais qui va être très personnalisée, qui va être très ancrée dans le terroir, qui va avoir un côté un peu brut et rock'n'roll aussi parfois. Et là, la Bretagne est aussi très douée. Est-ce que vous arrivez à vous approvisionner l'un et l'autre totalement en Bretagne ? Alors, je réponds, si tu veux m'y enchaîner. Oui, complètement. Sur la question que vous venez de poser, moi, je dis toujours que la Bretagne est un jardin fantastique. On a cette chance, qui est quand même une chance inouïe quand on prend le territoire français. On fait partie d'une région qui est productrice toute l'année. On peut se nourrir du jardin breton toute l'année, avec bien sûr différentes saisons. Aujourd'hui, c'est même plus des saisons, mais c'est des instants, parce qu'on ne va pas décider à quelle date une tomate ou une fraise va pousser. Avec le dérèglement climatique, j'imagine. Avec ce dérèglement climatique qui malheureusement est un constat, mais ce n'est pas grave, parce que c'est aussi une prise de conscience. Et ce jardin, il est fantastique. Et comme on disait, oui, cette cohérence-là, ce tourisme, ce nouveau tourisme, c'est la cohérence du lieu où l'on vit, la cohérence de nos métiers, en fait, avec le vivant. On regarde autour de soi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on travaille, comment on travaille, avec quels produits. Et il y a énormément de talents aujourd'hui qui s'implantent en Bretagne. Alors, quand je dis des talents, ça peut être un producteur de fraises, ça peut être un éleveur d'ormeaux, ça peut être un cueilleur d'algues. On a un jardin qui est fantastique parce qu'il vit toute l'année. Et on peut avoir des poissons de pêche durable, des poissons de saison, on peut avoir des légumes, des fruits, on peut avoir des élevages de porcs, de tout ce qu'on veut. Et en fait, ça, je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. On a une carte énorme à jouer. Oui, on n'a pas besoin forcément, c'est pas forcément un patrimoine gastronomique, mais sans le patrimoine produit qui existe et qui n'était pas encore assez travaillé aujourd'hui, la gastronomie, elle ne peut pas exister. C'est pas possible. Alors Bertrand, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je t'entends bien, ouais. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Oui.
moi, je suis d'accord parce que je pense qu'on a su quand même préserver une biodiversité en Bretagne. Donc, on a bien sûr encore beaucoup de vergers. On a encore beaucoup d'élevages. Enfin, chez nous, dans la région de Saint-Malo, en tout cas, on a des élevages de porcs en plein air. On a beaucoup de maraîchers. Enfin, effectivement, on a un patrimoine gourmand exceptionnel en Bretagne. Enfin, moi, je sais qu'on découvre chaque année, voilà, des nouveaux acteurs, des nouveaux artisans, et c'est vraiment un plaisir de travailler dans notre région. Alors justement, vous qui avez des établissements à la fois en France et au Japon et qui mêlez ces deux gastronomies, est-ce que vous pouvez vous approvisionner en circuit court? Comment est-ce que vous vous prenez en France comme au Japon? Oui, est-ce qu'il y a la culture du sarrasin au Japon est-elle développée? Oui, alors nous, on est vraiment raisonné puisqu'on travaille en France le sarrasin, bien sûr, breton, qui est produit transformé en Bretagne avec un label biologique, Boulu à Vitré, exactement. Bon, ça, c'est important parce qu'on a un produit d'exception qui est travaillé aussi d'une façon tout à fait traditionnelle. Et au Japon, on travaille des sarrasins qui viennent de Nagano, de Hokkaido. Voilà. Donc, pour ce qui est de notre matière principale, on va dire majeure, on travaille d'une façon raisonnée. Et ensuite, on a vraiment une démarche en France, à Paris, dans nos enseignes parisiennes, on est très heureux de promouvoir le cochon breton, voilà, enfin, des produits qui sont produits en Bretagne, transformés en Bretagne. Ça, c'est très important pour nous. C'est aussi une façon d'accompagner tous les producteurs de cidre, puisqu'on a une carte de cidre. C'est important de les valoriser, de bien les servir. Enfin, ça, c'est vraiment... et c'est aussi très motivant pour toutes les équipes. Et au Japon, on a aussi la même démarche. Et on importe même du cidre breton. Donc, on aide aussi modestement à développer le cidre à l'exportation. C'est très important si on veut justement pérenniser ce savoir-faire et ensuite le transmettre. Donc, nous aussi, on participe modestement au développement du cidre breton au Japon. Et alors, après le confinement, vous avez ouvert la ferme pédagogique de Brest Café au grand public, notamment pour les sensibiliser à cette culture du sarrasin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, c'était une façon de nous réconforter parce cette crise, elle nous a tous choqués, tous touchés. Donc, j'avais ce projet d'ouvrir cette ferme dans quelques années, et donc la crise Covid nous a justement a provoqué cette ouverture l'été dernier, où j'ai tout simplement eu envie de partager ce projet de ferme pédagogique. Nous avons choisi comme modèle l'agroforesterie. Nous avons aussi, bien sûr, le souhait, l'envie de planter, semer du sarrasin, des anciennes céréales. Et tout cela, eh bien, nous l'avons partagé avec nos clients et nous avons animé le lieu avec un container. Un container où nous avons servi durant 3 mois la galette saucisse, des frites, enfin, et des boissons aussi locales. Donc, ça a été vraiment un grand succès. Et là, j'ai vu, puis ça m'a réconforté parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à réaliser ce projet parce que j'ai vu des gens très heureux dans nos champs. Je crois que c'est la première fois que j'ouvre un restaurant qui me coûte aussi peu d'argent en termes d'investissement, et on a provoqué beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. Donc, ça m'a vraiment rassuré. Et alors, je crois que vous avez une vidéo de la première récolte de sarrasin qui a été réalisée en novembre dernier. On va donc Alors, c'était symbolique, c'était important pour animer nos équipes de Brest Café, puisqu'on a 300 employés au total entre le Japon et la Bretagne. Et ça, c'était important aussi qu'ils sachent que c'est important pour nous de travailler. Enfin, moi, en tant que fils de paysan, je suis encore très heureux de pouvoir pratiquer de temps en temps et travailler à la ferme, parce que c'est aussi l'endroit où je me ressource, c'est l'endroit où je réfléchis et voilà. Donc, ça aussi, j'ai envie de le partager et c'est important parce qu'on veut aussi, si possible, participer au développement de cette plante, puisque nous, actuellement, en France, on importe 70% de notre consommation. Donc, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Donc, je pense... Il est importé d'où, le sarrasin? Alors, il est importé majoritairement de la Chine, et d'Europe de l'Est et du Canada. Alors, ce qui est vraiment fort dommage, c'est que nos métiers ne sont pas vraiment protégés. Et malheureusement, enfin, nous, on communique sur notre origine de sarrasin breton, mais la majorité des crêperies ne communiquent pas sur
sur la qualité et l'origine de leur sarrasin. Donc, il y a encore beaucoup de travail à réaliser. On va regarder donc cette vidéo. Alors, dans le même esprit, Bertrand, vous avez lancé à l'issue du confinement l'association Quer Brezat, qui signifie paysan breton. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelles sont les actions que vous comptez mettre en place au travers de cette association? Alors ça, c'est un projet de solidarité des paysans, puisque moi, à titre personnel, depuis quelques années, je suis déjà engagé et j'ai déjà accompagné un jeune couple de paysans dans la région de Fougères à s'installer. C'est-à-dire que je me suis intéressé et je les ai aidés pour acheter tout ce qui était foncier. Et cette fois-ci, j'avais tout simplement envie de partager ça aussi avec nos équipes, avec nos clients. Je pense qu'il est important pour le futur de notre métier d'être un peu plus engagé et solidaire des paysans. Alors, il faut absolument soutenir les filières sarrasin, cidre, puisque c'est important pour justement pérenniser la biodiversité de nos territoires. Donc, on espère récolter des moyens financiers de façon justement à aider des jeunes couples de paysans à s'installer, qui, bien sûr, ce sont des gens qui vont s'inscrire dans un projet de ferme écologique. Et peut-être, pourquoi pas, si on a vraiment beaucoup de moyens, de substituer aussi, les aider financièrement à s'installer de façon justement à ce qu'ils puissent comprendre vraiment, enfin, qu'ils n'aient pas ce poids financier lorsqu'ils s'installent et se substituer, pourquoi pas, aux banques dans un premier temps. Et aussi, ce qui est important, c'est que moi, dans mon expérience, on est quand même tous privilégiés, on est au bout de la chaîne dans nos métiers de la restauration, c'est aussi de les aider et de leur présenter aussi des projets de transformation de leurs matières premières, que ce soit, par exemple, l'utilisation d'un lait de froment de Léon biologique pour transformer ce lait en glace. Voilà, moi, on peut aussi transformer le lait, on peut produire des cakes, on peut produire des yaourts, des fromages, enfin. Oui. Ce qui est important, c'est de leur donner confiance en leur disant, voilà, vous allez avoir un produit d'excellence, vous allez le vendre, on est là, nous, en tout cas, en tant que professionnels de la restauration, on va vous soutenir. Et ça, c'est très important, ce sont des messages qu'il faut vraiment transmettre à tous ces producteurs, ces éleveurs qui font des efforts. Les aider finalement à se diversifier. Et on voit qu'on est un peu dans une démarche de création de filières transversales. Alors, merci beaucoup Bertrand. Nicolas, cette approche holistique doit sûrement vous parler, puisque vous êtes donc, je le disais, le propriétaire de La Butte restaurant et vous travaillez sur du circuit court, sur des produits locaux, beaucoup sur le zéro déchet également. Pendant le confinement, vous avez proposé des plats à emporter sous forme de bocaux. C'est un exemple. À partir de quel moment avez-vous pris ce virage écologique, durable? Alors, ce virage écologique durable, il a été pris assez tôt, mais naturellement, en fait. Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis devenu un chef de cuisine. Je n'ai pas été formé par des grands chefs ou dans des grandes écoles de cuisine où j'ai appris au jour le jour à travailler dans une cuisine. Et parfois, il me manquait un peu de technique. Et pour me sentir plus à l'aise, en fait, sans cette technique, je suis allé très tôt chercher le bon produit, le plus près possible, mais le bon produit, pour avoir une justesse du goût déjà dès le départ. Et ça, j'avoue que je l'ai fait il y a déjà une dizaine d'années de ça. Sur cette partie écologique, je crois que quand on voyage un petit peu, quand on regarde autour de nous, quand on regarde les déchets, quand on voyage en Asie ou en Amérique du Sud, Asie, on se rend compte de la pollution.
qu'il y a partout. Et souvent, moi, quand je regardais dans ma maison ce qui se passait, j'étais souvent effaré de voir le nombre de déchets, de kilos de déchets qu'on pouvait produire, en fait, sur un hôtel familial, un hôtel-restaurant familial, une maison familiale de 30 chambres avec une petite cinquantaine d'employés. Et c'est quelque chose qui me chamboulait, qui m'attristait. Et c'est vrai qu'avec ce temps de pause, avec cette prise de conscience, on doit changer les choses. Aujourd'hui, on a sûrement, les générations précédentes, on a dû faire des erreurs, on a profité d'une vie telle qu'elle était, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on la change pour qu'elle fonctionne beaucoup mieux et qu'on respecte le vivant, qu'on respecte le lieu où l'on vit et obtenir le maximum de cohérence. Et ça, c'est un comportement qu'il faut avoir tous les jours, que ce soit dans les déchets, que ce soit dans le traitement des déchets, dans le gaspillage alimentaire, que ce soit sur l'agroforesterie. Par exemple, nous, on a un parking aujourd'hui où toutes les surfaces engazonnées, en fait, on a replanté des arbres, des fruitiers. C'est juste essentiel. Pourquoi on n'y pensait pas? Pourquoi on a fait les choses différemment avant? Je ne sais pas. On n'avait peut-être pas cette prise de conscience-là. Mais aujourd'hui, c'est essentiel. Ce retour au vivant, cette reconnexion à la terre, elle est obligatoire. Et comme disait Bertrand, on a un travail, nous sommes des passeurs, en fait. Faire vivre des jeunes agriculteurs, faire vivre des maraîchers, c'est notre boulot. Moi, pour la première fois, cette année, dans mon équipe de cuisine, j'ai embauché un nouveau profil parce que j'ai embauché un maraîcher qui s'occupe de nos jardins en permaculture et qui forme mon équipe de cuisine. Il y a de la pédagogie là-dedans, il y a énormément de choses. On ne peut plus passer à côté du vivant. On doit être en connexion avec ce qui nous entoure pour notre bien-être, pour notre santé, pour la santé de tous, et puis tout simplement pour l'économie locale. On doit travailler que comme ça. Et finalement, cette approche, elle guide tous vos choix de façon très concrète, très opérationnelle. Ça va du choix de la pomme aux chaussures. Bien sûr, tout doit être travaillé avec cohérence, avec identité et avec le lieu, le local. Que ce soit un savon dans une chambre, que ce soit un verre dans lequel on va boire, qui est fait avec, par exemple, avec Lucie Villot, qui va travailler les ormeaux. Ces ormeaux, ils ont été produits par Sylvain Huchette, mais qui Ce sont des verres en ormeaux, c'est ça? Tout à fait, avec des coquilles d'ormeaux. Sylvain qui produit ses ormeaux en élevage, mais en produisant cet élevage, en s'occupant de cet élevage, il sauvegarde la ressource naturelle de l'ormeau. Il y a énormément de facettes, de connexions, de réseaux, de cohérence, de logique dans ce qui se passe. Mais il faut se poser, il faut l'analyser et il faut en être animé, habité, parce que je pense que c'est sincèrement la seule solution pour nous tous d'inventer et en tout cas de continuer demain. Alors c'est vrai que souvent, on peut avoir l'impression que ce type de démarche durable, zéro déchet, est contraignante. Et à vous entendre, on a l'impression que c'est tout l'inverse. Est-ce que vous le vivez comme une contrainte? Nicolas, pour poursuivre, et puis Virginie ensuite. C'est pas du tout une contrainte, en fait. Ça peut, parfois, quand on va transmettre aux équipes, quand on va dire, ben voilà, on va trier comme ça, on va faire maintenant, dorénavant, on va faire comme ça. Ça peut paraître un acte supplémentaire, ça peut paraître une contrainte, comme vous le dites. Mais au final, c'est souvent facilitateur et c'est souvent une économie. Et c'est souvent raisonnable. On n'a pas appris à être raisonnable. Nos parents ne nous ont pas appris à être raisonnables parce qu'on a vécu dans une génération où tout était autorisé, ou dans une société de consommation. Alors, on n'a peut-être pas tous eu les mêmes parents, j'ai envie de dire. Il y a certaines personnes qui étaient déjà sensibilisées à ça, et bien heureusement, parce qu'aujourd'hui, cette culture-là du bon produit, du vrai, elle finit par se faire. Elle finit par se faire parce qu'il y a eu des acteurs qui sont là depuis plusieurs années. Mais quand vous prenez généralement aujourd'hui la société de consommation, on s'est trompé. On s'est trompé. Et quand on a une région comme la Bretagne aussi belle, aussi riche, quand on a ce jardin authentique, on n'a pas le droit de se tromper. Oui. Il faut le comprendre dès à présent et se dépêcher de faire bien les choses. Virginie, vous, c'est une contrainte. Autre question connexe, est-ce que c'est plus cher de fonctionner ainsi?
Non, c'est pas plus cher. Pour rebondir, en effet, pour les parents quand même. Oui, j'ai senti la private joke. Voilà. Moi, j'avais pas le choix. Hein. J'ai passé ma vie dans les brocantes et mes parents ont créé le premier hôtel haute qualité environnementale en Bretagne, France, si je me trompe pas, à l'époque. Donc, la question du raisonnable, je sais pas si je suis raisonnable. En revanche, la question de faire simple, faire sobre et faire local, ça, je n'ai pas le choix de faire autrement, sinon je me fais taper sur les doigts. Mais pour parler de la pratique, en effet, souvent, il faut juste prendre le temps de réfléchir un petit peu avant pour se dire, tiens, il y a un problème, comment on peut penser autrement et comment on peut créer de la valeur à partir de ce problème. C'est là où, en effet, aussi, les pratiques de design interviennent. Souvent, on se dit, mais pourquoi une école de design crée territoire comestible ? Peut-être parce que grâce aux méthodologies du design, on peut être amené à être créatif, à travailler la matière de manière efficace aussi, de manière efficace, et donc trouver des solutions. Et un petit exemple concret dont je peux vous parler, justement, avec le déconfinement, quand on a ouvert notre food truck, donc c'est Payotte, dans un des plus beaux villages de France, sur un port en face de l'eau, avec une caravane qui était forcément rénovée. C'est déjà une forme de rénovation et de réhabilitation. Au départ, on avait le droit de faire que de la vente à emporter. Donc la question s'est posée de l'emballage. Mais moi, quand j'ai signé pour ce projet, ce n'était pas de la vente à emporter. Et je me suis retrouvée très embêtée en me disant, on a un projet de développement touristique. Moi, j'ai une équipe qui attendait de travailler. Et en même temps, je ne veux pas faire d'emballage. Donc, on fait comment ? Je peux plus me rétracter. Et donc, la solution a été de se dire, j'ai fait un petit calcul. Je me suis dit, OK, donc mes contenants, ils me coûtent combien de pièces ? On va dire, il y a combien de personnes qui seraient soit contentes de repartir avec, mais à la limite, tant mieux s'ils sont contents de repartir avec l'objet qu'ils sont censés rapporter. Bon, là, c'est dit, bon, il y aura une personne sur 10. S'il y a une personne sur 10 et je fais 1/10 de mon coût d'achat du produit, et en fait, c'est mon coût que j'aurais de toute façon jeté en faisant de l'emballage, parce que ça coûte de l'argent, l'emballage, surtout quand on veut qu'il soit un peu esthétique ou un peu plus responsable qu'un autre, mais ça reste du déchet. Et donc, au final, on a joué le jeu, on n'a pas mis de consigne, parce que là, c'est la dimension humaine et un peu emmerdement de certaines solutions. C'est que mon équipe m'a dit, ah non, il y a beaucoup de monde, on est dans une caravane, tu vas pas en plus nous faire gérer la consigne. Donc, on demandait juste aux gens de les rapporter. Et ils allaient pique-niquer face à la mer dans un environnement qui était beau, donc avec la volonté de le préserver, très heureux de ne pas générer des déchets et très heureux de nous rapporter très gentiment, très proprement les contenus à la fin et c'était nickel. Vous avez un bon taux de retour sur cette consigne improvisée. Taux de retour. On a réussi à tourner tout l'été avec notre achat de base. J'avais prévu un peu plus et il n'y a pas eu de souci. Et certes, il y en a 2 ou 3 qui ont maintenant un joli bol bleu et blanc chez eux pour l'apéro, tant mieux pour eux. Et je préfère ça que de savoir qu'il y a eu des déchets juste devant moi, dans la mer ou dans le champ à côté. Oui, tout à fait. Et alors, vous ne contredirez pas, j'allais dire, Nicolas, sur la profitabilité de ces modèles, puisque je crois que l'avenir de la cabane à manger a un petit peu changé ces derniers temps. En revanche, vous allez ouvrir, toujours à Saint-Sulliac, une épicerie de produits locaux. Oui. Et en lien très étroit avec les producteurs, un petit peu comme Bertrand le fait. Complètement. En fait, on a vu cet été, déjà aussi avec les contraintes de la pratique culinaire, être restaurateur, c'est un métier de fou. Je vous admire, Bertrand et Nicolas. Voilà, pour savoir ce que c'est que la réalité du métier de restaurateur, je ne me revendique pas restauratrice, je me rends compte à quel point c'est compliqué. En revanche, mon métier, c'est de savoir sélectionner des produits, de savoir les valoriser avec un petit geste culinaire et avoir aussi le métier de l'hospitalité, de l'accueil, de faire passer un bon moment. Ça, je sais faire, et surtout avec mon mari, Jacques, qui est celui qui est au quotidien là-bas, parce que je ne pourrais pas être ici s'il n'était pas là-bas. Et donc cette caravane, elle va être mobile, donc elle va aller dans un autre port. Elle va représenter aussi un autre territoire. On va un peu changer nos approvisionnements pour qu'ils soient plus proches du territoire dans lequel l'expérience va être vécue. Et ce projet de boutique, c'est parce qu'on s'est rendu compte cet été que tout le monde venait manger et tout le monde voulait repartir avec les produits qu'ils avaient dégustés. Tout le monde nous disait « Ah, mais ton chèvre, il est incroyable. La chèvrerie des Borderances, il est incroyable. Tiens, ton infusion de sarrasin, on parlait de sarrasin, j'en ai jamais bu. Est-ce que je peux en ramener pour le boire chez moi ?» sarrasin. Oui, le sarrasin, c'est délicieux, torréfié, infusé. Et ça remplace très bien le café aussi dans un goût un peu torréfié ou certaines infusions. On a une saveur intermédiaire. Enfin bon, je peux... C'est un petit peu une vitrine ambulante, finalement, voilà, des une produits. Vitrine ambulante, c'est qu'on va pouvoir retrouver ces produits et parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était une attente à la fois des habitants du village et des visiteurs. Et donc là aussi, on va retrouver certains discours qu'on a eus hier et qui étaient très intéressants. C'est qu'aujourd'hui, il faut développer des services qui sont à la fois pour les habitants et pour les visiteurs parce qu'en fait, on est tous habitants du territoire à des temporalités différentes. J'ai bien retenu la leçon. Et des producteurs aussi.
Et des Est-ce que producteurs, c'est pas bien sûr. finalement une C'est-à-dire façon qu'on- aussi d'accompagner les producteurs, comme le disait Bertrand, en leur proposant des compétences que vous avez sur la mise en valeur des produits, l'aspect aussi marketing qui est important? Oui, complètement. Là, je le vois. J'ai vu que vous le faisiez aussi avec votre boutique, donc j'ai très hâte que vous m'en parliez. Et à travers le marketing, on le voit déjà dans la mise en place de ce projet. Parfois, on va retravailler aussi le packaging, on va retravailler certaines recettes ensemble. Et donc, on permet, en effet, nous qui sommes au contact du consommateur final tout le temps, de pouvoir les accompagner là-dedans. Et en ça, je fais aussi un petit lien avec mon métier d'enseignant-chercheur. Et j'aimerais que ce projet soit un espèce d'incubateur et d'observatoire des pratiques de la petite boutique de producteurs, de manière très humble. Elle sera toute petite, elle sera mignonne, mais toute petite, cette boutique. Mais on va pouvoir observer les choses et les questionner en temps réel. Et peut-être les reproduire ailleurs. C'est aussi un enjeu, cette reproductibilité. Nicolas, vous faites quelque chose d'assez similaire avec votre boutique? Vous valorisez aussi? Oui, alors on valorise parce que je crois qu'on doit être, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des passeurs. Comme Annie Bertrand aussi tout à l'heure, on doit absolument s'occuper du bien-être en fait de tous ces producteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on doit faire en tout cas? Parce qu'on a un gros travail de pédagogie. En fait, c'est vrai qu'on est souvent les derniers maillons de la chaîne. Après, c'est le consommateur. On doit être pédagogue, on doit expliquer pourquoi, mais on doit être aussi, oui, des incubateurs, parce qu'on fait des essais, on essaie de comprendre. Par exemple, si un fermier à côté de chez nous peut avoir un surplus de lait, oui, alors comment on fait pour faire de la glace? Et comment on vend la glace? Mais comment on vend la glace? Et dans quel contenant? Et comment on la conserve? Et comment on la distribue? Là, il y a un fermier juste à côté de chez nous qui a fait un bar à lait, et c'est génial. Tous les gens du village vont avec leurs bouteilles en verre chercher leur lait. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça et il y a beaucoup d'échanges avec les producteurs. Et cet échange, il est indispensable parce que ce n'est pas notre métier de faire pousser du sarrasin. Ce n'est pas notre métier de faire pousser un légume. Nous, on est là pour passer le produit, pour le transmettre, pour le passer, pour le modifier, pour le cuisiner. Donc, il y a une connexion qui doit être tout le temps présente entre le producteur et nous. C'est une obligation. Alors Bertrand, justement, on le voit, cette approche, elle nécessite de nouvelles compétences. Est-ce que depuis les débuts de l'aventure Brest Café, vous avez changé un petit peu votre recrutement? Est-ce que vous avez de nouveaux profils dans votre... Ouais, alors je pense que les valeurs de l'entreprise ont permis vraiment de trouver des nouveaux talents chez nous, dans différentes compétences. Alors bien sûr, chez nous, on a besoin de beaucoup de techniciens. Donc la priorité chez nous, d'abord, c'est vraiment de pouvoir valoriser le métier d'artisan crêpier. C'est la raison pour laquelle on a créé cette école qui s'appelle donc l'Atelier de la crêpe à Saint-Malo. Pour moi, c'est vraiment un acte citoyen, c'est redonner un peu tout ce qu'on m'a appris pendant de longues années, depuis l'intégration de l'école hôtelière à l'Atelier Dinard. Donc, valoriser le métier, c'est très important. Donc, redonner une fierté à toutes les personnes qui pratiquent ce métier manuel. Ensuite, nous avons d'autres restaurants, puisque j'ai aussi un restaurant étoilé japonais, un bistrot japonais. Donc, on a aussi des pâtissiers, un chef étoilé. Enfin, voilà, on a une sommelière qui aujourd'hui était plutôt spécialisée en vin nature, qui est aujourd'hui notre sommelière qui présente, qui va récolter, qui va aller sourcer les nouveaux cidres bretons, qui va les déguster, qui va ensuite nous rédiger une carte, une vingtaine de cidres. Ça, c'est important. On a aussi j'ai un ami historien qui, lui, pour sa thèse, avait travaillé le sujet, le sarrasin. Donc, il est pour moi un très, très bon soutien, puisqu'on organise régulièrement des séminaires pour toutes les équipes de Brest Café. Alors ça, c'est important. Et aussi, pour rebondir un petit peu sur les projets de boutique et d'épicerie, moi, j'ai créé une nouvelle enseigne qui s'appelle la Maison du Sarrasin. Donc, on va ouvrir j'espère, très prochainement à Fougères et à Saint-Malo. Donc, c'est-à-dire que je me suis aperçu, en fait, que les Bretons n'avaient peut-être pas tous mémorisé la saveur sarrasin. Donc, j'ai voulu vraiment créer un nouveau projet de façon à présenter des pâtes au sarrasin, du miel au sarrasin. Personne ne sait que le miel, justement, ce n'est pas une céréale, mais c'est une polygonacée, donc ça fleurit. Donc, on a bien sûr tout ce travail toujours de pédagogie à partager, à transmettre à nos clients.
On a aussi des infusions au sarrasin. Voilà. Et donc, et le glace au sarrasin qu'on va aussi présenter à nos clients, c'est-à-dire que nous n'allons pas utiliser de la vanille, mais du sarrasin pour justement donner cette saveur sarrasin. Et ce sera notre base de travail. Donc, tout ça pour interpeller les gens, mais c'est aussi pour en tout cas concrètement, moi, je vais dans le glacier que nous allons créer à Fougères, donc sous l'enseigne Maison du Sarrasin, je vais aider aussi le fils de mon ami paysan. Je vais lui apprendre aussi, lui enseigner à produire de la glace. C'est-à-dire qu'il aura aussi la possibilité d'utiliser ce laboratoire pour ensuite lancer sa propre marque. C'est important. Ils viennent de s'installer, ils ont 27 ans. Je pense que moi, je peux leur donner, mais tout simplement, je peux partager mon expérience, leur donner confiance dans ce projet et les aider. Bon, c'est important, comme disait Virginie tout à l'heure, bon, tout ce qui est design, tout ce qui est marketing. Enfin, moi, j'ai toujours eu j'ai eu la chance de partager ces expériences avec, au début de ma carrière en Suisse, avec des personnes qui m'ont vraiment aidé. Et vraiment, c'est important. C'est-à-dire que produire un produit d'excellence, pour nous, c'est notre priorité, satisfaire nos clients au quotidien, mais c'est important aussi de transmettre des messages, d'avoir un logo qui va interpeller. Enfin, voilà, ça permet de mieux vendre et puis surtout, ça permet de promouvoir la culture bretonne. Oui, alors on le voit, il se passe vraiment beaucoup de choses en Bretagne. C'est un terreau très fertile. Dans le cadre de la Brescope, qui a permis de définir le projet d'avenir de la Bretagne à horizon 2040, la région a adopté notamment la feuille de route s'engager pour le bien manger en Bretagne. D'après vous, où en est la Bretagne sur cette mise en lien du tourisme et de l'alimentation en circuit court? Virginie, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose se concrétise? Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir une vision assez globale de ce qui se fait en Bretagne. En revanche, il me semble qu'à l'échelle locale, on voit que tous les projets émergents, en tout cas ceux qu'on peut accompagner avec Territoire Comestible à Saint-Malo, se posent la question de l'accueil extérieur, de la transmission et de la pédagogie. Donc, il va y avoir plein de projets qui vont être nourris. On voit qu'il y a un discours qui se développe sur le sujet, avec le développement de guides, d'émissions sur le sujet, de hors-séries spécialisées aussi sur l'alimentation, sur des territoires qui étaient peut-être moins visibles à l'époque, moins directement, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel, avec la Bretagne. Voilà, justement, les bords de Rance, par exemple, à notre échelle, qui se développent de plus en plus et sur lesquels aussi il y a beaucoup de producteurs de qualité en bio qui se développent. Donc il y a des projets territorialement parlants. On a compris que la région avait cette volonté de nous accompagner avec cette feuille de route. On voit que nous, quand on présente nos projets, on a la chance d'être entendus et potentiellement soutenus. Voilà, j'imagine qu'il va y avoir des choses qui vont émerger ensuite collectivement. Nicolas, quand vous avez ouvert le restaurant et que vous avez initié cette démarche durable, est-ce qu'il y avait un soutien institutionnel, sociétal aussi ou est-ce que ça s'est quand même amplifié ces dernières années? Ça s'est amplifié ces dernières années. Je crois que chacun d'entre nous, on est conscient de l'alimentation, quelle est la place de l'alimentation dans notre vie de tous les jours. On doit le comprendre. Alors ça peut paraître c'est peut-être choquant de dire ça, mais c'est peut-être une chance au final de connaître cette période de Covid où chacun réfléchit sur son alimentation, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on ingère, sur ce qui doit nous faire du bien. Je vois aussi aujourd'hui qu'en Bretagne, on commence beaucoup à parler des agriculteurs et qu'on commence aussi à les aider et à proposer un autre modèle. Et je pense que tout le monde y est sensible grâce à ces périodes difficiles que l'on traverse. Le message est dur. Bertrand disait tout à l'heure, il faut faire passer le message aux équipes. Le message, il n'est pas toujours facile à faire passer. Communiquer, c'est pas si simple. Communiquer en plus sur ce style de consommation. Mais je crois qu'aujourd'hui, oui, on est dans un jardin, on se rend compte qu'on est dans un jardin fantastique. Un touriste qui vient une fois en Bretagne, il y revient toujours. On constate ça souvent chez nous. Quand on a des clients qui arrivent pour la première fois, ils vont revenir parce qu'ils ont été séduits par ce qui se passe ici. Et je pense que tout ça, c'est en train de se démultiplier. Toutes ces actions, on voit bien, se démultiplient. Et je pense que ça va faire un bien fou à tout le monde dans les prochaines années. Oui, oui, puis vous êtes des acteurs du coup de la sensibilisation très puissants. Un touriste qui vient chez vous et qui découvre le shampoing solide, je ne sais pas si vous en utilisez, mais en tout cas une autre façon de consommer, une autre façon de vivre et qui réalise que peut-être finalement cette façon de vivre,
cette sobriété heureuse, on l'espère, justement, n'est pas une contrainte, n'est pas quelque chose de passéiste. C'est pas une contrainte, il faut juste proposer et apprendre à vivre l'expérience. Et pour faire vivre cette expérience, on doit travailler sur la pédagogie, sur la communication. Et au final, quand on arrive à faire tout ça, quand on arrive à utiliser un shampoing solide, par exemple, quand on arrive à utiliser un miel plutôt qu'un sucre raffiné, quand on arrive à prendre tout ça en compte, eh bien, oui, je crois que c'est ça le luxe de demain. Ce vrai luxe, c'est d'être cohérent, d'être authentique, d'être en harmonie avec le lieu, l'endroit, la région dans laquelle on vit. C'est ça le futur luxe. Et j'imagine que les grandes enseignes doivent s'y mettre aussi, d'ailleurs. Proposer des produits locaux, ce n'est plus réservé à des projets comme les vôtres, qui sont des projets très avancés. Alors, si on parle de local, tant mieux. Le bio, on sait qu'il y a un grand débat sur les questions du bio et des dimensions éco-responsables à une grande échelle, parce que là, je suis un peu militante, mais je pense qu'il y a vraiment une question d'échelle et que cette cohérence, cette harmonie, elle n'est possible entièrement que quand on reste dans la question de territoire, et c'est aussi l'engagement qu'on a avec l'idée de territoire comestible. La méthodologie peut être déployée dans un autre territoire, mais en revanche, il y a une question d'harmonie, de cohérence, d'ancrage. Et peut-être le dernier mot qui serait le lien. Et c'est là où j'imagine que les collectivités ont beaucoup à agir. C'est aider ces acteurs qui font les choses autrement à se mettre en lien, à créer des parcours, à les faire connaître pour que quand on passe chez un copain, on aille chez l'autre. Ça se fait naturellement de plus en plus, du producteur au restaurateur, du restaurateur au producteur, entre acteurs, entre producteurs, entre restaurateurs, c'est génial. Et après, pour ensuite pouvoir continuer à amener ces visiteurs à rayonner et les habitants à découvrir leur territoire, là, il me semble que les collectivités ont beaucoup à faire en termes de mise en lien. Et pourquoi pas créer des passerelles avec d'autres secteurs d'activité, avec les tours opérateurs, qui font partie de tout cet écosystème. Merci beaucoup à tous les trois. On va voir si nous avons des questions du public, puisqu'il nous reste un petit moment. Alors, voici la première. Comment diffuser cette dynamique auprès de certains producteurs qui cherchent souvent seuls des solutions et qui peuvent être enfermés dans un système qui n'est pas à leur avantage? Est-ce qu'il y a des parcours de formation, etc. Alors peut-être Bertrand, sur cette question. Oui, alors effectivement, alors moi je suis né à Fougères, donc j'ai bien sûr, comme je suis fils d'agriculteur, donc j'ai bien sûr, j'aide des jeunes de ma région, puisque ce sont des personnes que je connais depuis très longtemps, mais je pense que aujourd'hui, il existe aussi, de plus en plus, je pense que la crise Covid, elle a provoqué ça aussi, c'est-à-dire que on a de plus en plus de marchés de producteurs qui vont certainement être présentés par nos élus, parce que c'est important de partager ce savoir-faire avec les touristes, avec la clientèle locale. Moi, je pense que la région Bretagne, elle est complètement concernée par ce sujet. Je pense qu'il y a vraiment une aide qui peut être demandée. Je pense qu'il faut s'adresser aux élus. Je pense qu'aujourd'hui, un maire qui a un bon sens va de toute façon essayer d'aider les producteurs et les éleveurs, les paysans de sa région. Ça me semble très important et essentiel. Sur l'aspect formation, est-ce que Virginie, est-ce que par exemple un producteur pourrait alors, en termes de ressources, on collabore actuellement avec le CIVAM pour les campagnes vivantes, qui ont en particulier fait un travail de récolte de données très intéressant pendant la crise, pendant les confinements Covid, parce qu'on est toujours en crise. Et il y a un ouvrage qui a été publié qui s'appelle « Manger en temps de coronavirus ». Et donc ça, c'est vraiment une ressource assez intéressante. Il y a une méthodologie de recherche sérieuse qui a été mise en place, écrite par des personnes, Yuna Cholo en particulier, qui sont vraiment experts de leur domaine. Le CIVAM, c'est une ressource territoriale qui accompagne les acteurs de l'agriculture aujourd'hui à se développer. Et donc, ils mettent en place des programmes d'accompagnement et de formation, premièrement. Après, si vous êtes dans notre terrain ou si vous avez du temps entre le 12 et le 16 avril, vous pouvez vous inscrire à Territoire Comestible. Il y a aussi d'autres initiatives. Il y a eu l'USPG en Pointe-Finistère pour l'université
l'Université des sciences pratiques de la gastronomie. Bravo. Voilà, avec qui on va collaborer le 30 mars à Quimper-Cornouailles sur justement des questions de formation des acteurs des filières de pêche durable. Et on va jusqu'à les former à ce que c'est qu'un carnet de tendance. Alors, quand on est restaurateur, on n'a pas forcément appris ça à l'école, mais au quotidien, eh ben, ça fait partie des pratiques de faire de la veille, de pouvoir s'en inspirer pour innover, etc. Donc là, il me semble, pour le coup, qu'on est assez dynamique en Bretagne et qu'il y a des choses à récupérer. Et puis, aussi, un maillage en termes de lycée hôtelier et de compétences opérationnelles, techniques de grande qualité. Au lycée hôtelier d'Inard, c'est une grande fierté. Il va y avoir une licence professionnelle qui l'ouvre en septembre 2021, qui sera management éco-responsable des projets d'hôtellerie et de restauration, quelque chose comme ça. Et c'est génial parce qu'il y a des grandes écoles françaises qui ne l'ont pas encore mis en œuvre et on le fait à Dinard. Est-ce que les écoles de cuisine aussi, je rebondis, se mettent un petit peu au diapason de ces évolutions? Complètement. Oui. On voit arriver une jeune génération qui est très sensible à ça. Aujourd'hui, moi, par exemple, dans un recrutement, quand on explique ce qu'on fait, quand on met cela en avant, les jeunes sont très sensibles à ça. Et les écoles le sont aussi. Elles ont compris le challenge. De toute manière, c'est une évidence. Et aujourd'hui, c'est une plus-value. De l'avoir fait, de le faire, c'est une plus-value. Donc à nous de le faire résonner, voilà, pour que le maximum d'établissements, le maximum de personnes, en tout cas, s'y mettent. Très bien. Alors nous avons une seconde question. En termes d'intervention publique, est-il plus urgent de revoir les aides et les accompagnements au niveau national, voire européen, donc pour les conversions bio, la politique agricole commune, ou bien de donner les moyens aux acteurs locaux, régions, départements, voire plus petits, d'aider les porteurs de projets et les gens souhaitant s'engager? Alors, à votre avis, qui veut se lancer sur cette question? Pas moi. Je vous laisse y aller. Nicolas? Alors, je ne m'y connais peut-être pas assez sur la PAC et tout ce qui s'ensuit, mais je crois beaucoup aux régions demain, au pouvoir des régions, parce que nous avons tous des régions différentes, on a tous des territoires différents. Il ne se passe pas les mêmes choses en Bretagne qu'en Alsace ou qu'en Corse, malgré que ce soit toutes les trois, par exemple, des régions qui sont hyper fortes sur leur identité. Aujourd'hui, il faut aider tous ces gens qui ont envie de bien faire, il faut aider les métiers de demain, ces nouveaux métiers. Alors, quand je dis nouveaux métiers, c'est marrant parce que c'est souvent des anciens métiers qui reviennent en fait à la mode. Tous ces gens qui vont plaquer un système, qui vont plaquer une société qui ne leur convient plus, ils vont réintégrer des vrais métiers avec des vraies valeurs. Et oui, la région doit les aider à s'implanter là où nous sommes. Ça, c'est un vrai enjeu et il faut le faire. Il faut les soutenir, ces gens, parce qu'ils ont de la passion, ils ont un savoir-faire. Il faut à nous d'incarner tous ces métiers de demain. Il faut leur laisser la place et il faut les aider. Comme disait Bertrand tout à l'heure, et je trouve ça tellement génial, c'est de même des fois de pouvoir se substituer à une banque pour aider un jeune couple qui s'installe. Il n'y a rien de mieux. C'est une économie circulaire, c'est vertueux, c'est un rêve de faire des choses comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, la région doit écouter ce qui se passe, comprendre ce qui se passe dans le territoire. Et il faut à nous tous d'aider, en tout cas, à ce développement. Je pense que ça posait aussi la question de l'échelle, c'est-à-dire est-ce qu'on a aujourd'hui la liberté et la possibilité d'entreprendre de cette façon-là dans le cadre européen? Je pense que c'est un petit peu ça aussi, que ce sont des questions. Alors Bertrand, est-ce que vous voulez réagir à cette question? Sinon, on en a une autre spécialement pour vous. Ouais, je suis pas un grand spécialiste de la politique européenne, mais je pense qu'en tout cas, en Bretagne, on peut être vraiment un vrai exemple pour développer justement toute l'agriculture et l'élevage écologique, puisqu'on a justement des produits de la terre et de la mer. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la région Bretagne, donc Loïc Chenet, chaque année, puisqu'ils viennent de temps en temps au Japon et en voyage. Et je pense qu'il en est, lui, il est vraiment sensible à cela en tout cas. Très bien. Alors Bertrand, une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des marketplaces pour la vente des produits des artisans ou des agriculteurs? Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Les marketplaces. Marketplace. C'est ça. Oui, moi j'y crois beaucoup parce que, moi, une fois de plus, je pense que c'est à nos acteurs aussi politiques de s'engager, de proposer des lieux pour que justement
de créer ces échanges entre ces gens de la terre et puis des clients, des touristes, des clients potentiels qui recherchent le produit sain, le produit de qualité, le produit qui a été transformé localement. Voilà. Mais je pense que ça va se développer parce que cette crise, elle va provoquer toutes ces initiatives. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-être un petit mot de la fin. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? On arrive au terme de cet échange pour conclure. Je crois qu'il faut profiter, comme dit Bertrand, il faut profiter de cette crise pour se reconnecter à des choses, se reconnecter au vivant, se reconnecter au bon sens, en fait, tout simplement. Et on va faire des merveilles, c'est sûr. Très bien. Virginie? Oui, alors à chaque fois que j'interviens, je rappelle quelque chose de très simple, mais qui est la conclusion de ma thèse de doctorat, mais qui est vraiment très simple. Donc on se demande pourquoi il y a eu autant de travail pour ça. C'est se poser la question de ce qu'il y a derrière le mot culinarité, qui aujourd'hui représente une certaine vision de l'alimentation, et que ces 4 dimensions principales seraient la qualité, la créativité, le savoir-faire et le partage, tout positionnement confondu, quel que soit le prix. Derrière, l'important, c'est de mettre en valeur la qualité du produit, la créativité de l'auteur, du cuisinier, du producteur, le savoir-faire, à la fois dans la transmission, mais aussi un savoir-faire contemporain. Et l'aboutissement de tout ça, c'est le partage, c'est le moment qu'on va passer ensemble et la façon dont on le donne à voir à nos visiteurs et au monde. Merci beaucoup. Bertrand, depuis le... Alors moi, j'ai un vœu parce que je vais vivre dans quelques jours donc la fête des Sakura. Donc c'est vraiment un moment très fort au Japon, hein. Ça rassemble tous les gens de tout âge, de toute origine. Et je trouve que moi j'aimerais bien qu'un jour en Bretagne on soit un peu plus sensible et j'espère qu'un jour on va comprendre que la fête du sarrasin, la fête des fleurs de sarrasin, ce serait quand même un moment très important pour les Bretons, une fierté pour tous ces paysans bretons qui font des efforts pour justement cultiver une plante écologique. Et il n'y a pas de raison que nous, en Bretagne, on ne soit pas capable justement de créer cette route du sarrasin pour voir ces champs en fleurs, c'est magnifique, c'est beau, c'est naturel. En Provence, eux, ils sont très fiers, ils ont bien sûr leur champ de lavande. Alors, j'espère que demain, on aura des champs de sarrasin en fleurs qui seront visités par tous les touristes. Très bien, merci beaucoup à tous les 3. On vous laisse sur cette idée d'une fête des fleurs de sarrasin. Je pense que c'est assez enthousiasmant et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.